Le cœur d'Amael battait comme un tambour de guerre sous la peau tendue de sa poitrine, tandis que la porte de l'appartement s'ouvrait avec un grincement funeste, révélant Florent, les yeux rougis par les larmes ou la rage, un verre de whisky à moitié vide serré dans sa main tremblante. « Tu m'as trahi, Amael, et tu le sais » murmura-t-il d'une voix brisée qui transperça l'air comme une lame effilée, avant que son regard ne tombe sur leurs mains entrelacées, moites de sueur et de secrets inavoués. Dans cet instant suspendu, sous le poids du silence parisien qui étouffait les rues en contrebas, Amael comprit que l'amour, ce voleur impitoyable, venait de les dévorer tous les deux. Paris, cette ville des amours impossibles, s'étalait sous un ciel d'octobre grisâtre, comme un tableau impressionniste où les couleurs se fondaient en une mélancolie palpable. Amael traversait le boulevard Saint-Germain, son écharpe bleu marine flottant au vent automnal, les feuilles mortes crissant sous ses bottes usées. À 32 ans, il était l'archétype du Parisien moderne, grand, élancé, avec des cheveux châtains qui tombaient en mèches rebelles sur son front, et des yeux verts qui trahissaient une sensibilité aiguisée par des années de solitude masquée. Journaliste freelance pour un magazine culturel, il passait ses journées à errer dans les musées, à interviewer des artistes torturés, à noyer ses doutes dans des cafés enfumés. Mais ce jour-là, ce n'était pas une deadline qui le rongeait, c'était Florent. Florent, son collègue le plus proche, ou du moins ce qu'il en restait. Ils s'étaient rencontrés 3 ans plus tôt, lors d'une soirée de lancement au cœur du Marais, où les rires fusaient comme des bulles de champagne et où les regards s'attardaient un peu trop longtemps. Florent, avec sa crinière de boucles noires indomptée, son sourire en coin qui illuminait les pièces les plus sombres, et cette voix grave, légèrement rauque, qui récitait des vers de Rimbaud comme s'ils étaient des confidences. À 28 ans, il était l'éditeur en chef adjoint du magazine, un prodige charismatique qui naviguait entre les deadlines et les cœurs brisés avec une élégance désinvolte. Ils avaient vite formé un duo inséparable, Amael, le rêveur introspectif, et Florent, l'étincelle vive qui allumait tout sur son passage. Au début, c'était innocent. Des déjeuners prolongés au café de Flore, où ils disséquaient les scandales artistiques du moment. Des soirées arrosées dans des bars cachés de Belleville, où Florent, un verre de vin rouge à la main, racontait ses voyages en Italie, ses nuits folles à Rome, et Amael écoutait, hypnotisé par la façon dont ses lèvres articulées formaient les mots. « Tu sais, Amael, la vie est trop courte pour les demi-mesures, » disait-il souvent, en posant une main sur son épaule, un geste fraternel qui envoyait des frissons le long de l'échine d'Amael. Mais peu à peu, l'innocence s'effrita. Amael se surprit à anticiper ses touches fugaces, à relire leurs textos jusqu'à l'usure de l'écran, à imaginer des scénarios où Florent, au lieu de s'éloigner vers une nouvelle conquête, se tournait vers lui. Ce fut lors d'un voyage professionnel à Lyon, pour couvrir un festival de cinéma queer, que les premières fissures apparurent. Ils partageaient une chambre d'hôtel modeste, avec vue sur la Saône scintillante. La nuit, après une projection émouvante d'un film sur un amour interdit dans les années 80, ils s'étaient assis sur le balcon, une bouteille de Côte-du-Rhône entre eux. L'air était chargé d'une humidité lourde, et Florent, légèrement ivre, s'était penché en avant, ses yeux sombres plongeant dans ceux d'Amael. « Et toi, Amael ? As-tu déjà aimé quelqu'un au point de tout risquer ?» avait-il demandé, sa voix un murmure rauque. Amael avait dégluti, le cœur cognant contre ses côtes. « Peut-être que je suis en train de le faire » avait-il répondu, les mots échappant comme une confession volée. Florent avait ri, un rire doux, presque tendre, et avait passé un bras autour de ses épaules. « Tu es un romantique, mon vieux. C'est ce que j'aime chez toi. » Mais le lendemain, tout bascula. Au petit déjeuner, Florent avait reçu un appel. Sa voix changea, devint mielleuse, intime. « Oui, chérie, je rentre bientôt. » « Ne t'inquiète pas, Amael, » feignant l'indifférence en remuant son café, sentit un poignard se tordre dans son estomac. « Chérie. » Le mot résonna comme une sentence. Plus tard, dans le train de retour vers Paris, Florent avoua, l'air contrit, « J'ai quelqu'un, tu sais. Julien. On est ensemble depuis 1 an. C'est compliqué. Compliqué. » Le mot devint leur mantra secret, une excuse pour les silences gênés, les regards évités. Amael hocha la tête, masquant sa douleur derrière un sourire forcé. « Je suis heureux pour toi, » mentit-il, et Florent, soulagé, serra son poing dans un geste complice. De retour à Paris, leur routine reprit, mais empoisonnée. Au bureau, niché dans un immeuble haussmannien du 6e arrondissement, ils collaboraient comme avant, Amael soumettait ses articles passionnés, Florent les polissait avec une précision chirurgicale. Pourtant, chaque interaction était une torture exquise. Un effleurement de doigts en tendant un dossier,
un clin d'œil complice lors d'une réunion barbante, et Amael se noyait dans un océan de désirs inassouvis. Il commença à collectionner les moments volés, une photo de Florent riant sous la pluie, prise discrètement lors d'une pause cigarette, un mot griffonné sur un post-it, à ce soir, qui promettait une soirée innocente mais enflammait son imagination. Les mois passèrent, et la complicité se mua en obsession. Amael sortait de plus en plus, cherchant dans les clubs gays de Pigalle une distraction éphémère. Des corps anonymes, des nuits brèves et vides, qui ne faisaient qu'accentuer le vide. Florent, de son côté, semblait osciller, des textos nocturnes à 2 heures du matin, insomnie. Pense à toi, suivi de silence radio. Julien, cette ombre invisible, planait comme un fantôme. Amael l'imaginait, blond, athlétique, le parfait amant parisien. La jalousie rongeait Amael comme un acide lent, le poussant à des extrêmes. Un soir, après une dispute au bureau ou une banale querelle sur un angle d'article, il suivit Florent jusqu'à son appartement dans le 11e. De l'ombre d'une ruelle, il le vit embrasser Julien sur le seuil, un baiser langoureux qui dura une éternité. Amael s'enfuit, les larmes brouillant les lumières des réverbères, jurant de tourner la page. Mais l'amour, ce traître, ne lâche pas si facilement. Une semaine plus tard, lors d'une fête d'anniversaire collective au magazine, l'alcool coula à flots, et les masques tombèrent. Florent, éméché, attira Amael dans un coin sombre de l'appartement haussmannien, les murs tapissés de livres jaunis. « Pourquoi tu m'évites, Amael ? » « Qu'est-ce que j'ai fait ?» demanda-t-il, son souffle chaud contre son oreille. Amael, le cœur en feu, murmura, « Tu le sais très bien. Tu joues avec moi, Florent. Et ça me tue. » Les mots planaient, lourds d'aveux. Florent recula, les yeux écarquillés, puis, dans un geste impulsif, posa ses lèvres sur celles d'Amael. Un baiser volé, électrique, qui goûtait le vin et le regret. Quand ils se séparèrent, haletant, Florent murmura, « Julien. Il ne compte pas. Pas comme toi. » Ce fut le début de leur secret. Des rendez-vous clandestins, un hôtel discret près de la Bastille, où leurs corps s'entremêlaient dans une urgence fiévreuse, des promenades nocturnes le long de la Seine, main dans la main sous les ponts voûtés, loin des regards. Amael se perdait dans ces instants, convaincu que l'amour triompherait. Florent, avec sa tendresse possessive, chuchotait des promesses, « Bientôt, je le quitterai. Pour nous. » Mais au fond de lui, Amael sentait les fissures, les appels manqués de Julien, les excuses hâtives de Florent. Paris, avec ses avenues élégantes et ses ruelles sombres, devenait le théâtre de leur drame intime, où chaque café partagé était une victoire précaire, chaque silence une menace. Pourtant, l'illusion tint bon jusqu'à l'hiver. La neige saupoudrait les toits de Montmartre, et Amael, emmitouflé dans son manteau, attendait Florent devant le Sacré-Cœur. Ils avaient prévu une escapade, un week-end à la campagne, loin de tout. Mais Florent arriva en retard, le visage fermé, un bleu discret sous l'œil. « Julien a deviné quelque chose », avoua-t-il en montant dans la voiture de location. « Il m'a suivi hier soir. » Amael serra le volant, les jointures blanchies. « Et alors ? Tu vas lui dire la vérité ?» Florent hésita, puis secoua la tête. « Pas encore. J'ai besoin de temps. » Le trajet fut un supplice de silence, ponctué de regards volés. À leur arrivée dans une auberge normande, entourée de champs enneigés, ils firent l'amour avec une intensité désespérée, comme si leur corps pouvait effacer les ombres. Mais le lendemain, tout s'effondra. Un texto d'un numéro inconnu, une photo floue d'eux, enlacée sur le balcon de l'hôtel à Lyon, 3 ans plus tôt. Suivi d'un message, « Je sais tout. Julien. » Florent pâlit, et dans un accès de panique, accusa Amael, « C'est toi qui as dû le lui dire. Pour me forcer la main. » Les mots blessèrent comme des gifles. Amael, les larmes aux yeux, répliqua, « Jamais. C'est ton mensonge qui nous détruit. » Ils rentrèrent à Paris dans une tension palpable, le silence plus éloquent que n'importe quel cri. De retour en ville, la trahison s'installa. Florent disparut du bureau pendant une semaine, invoquant une grippe. Amael, rongé par l'angoisse, arpentait les quais, se demandant si leur histoire n'avait été qu'un mirage. Puis, un soir pluvieux, Florent réapparut à sa porte, trempé jusqu'aux os, les yeux fous. « Julien m'a quitté. Il a tout vu. » Et là, sur le seuil, il prit la main d'Amael, la serra fort. « Mais toi. Toi, tu es là. » Dans cet instant, sous la pluie battante, Amael sentit l'espoir renaître, fragile comme une flamme dans le vent.
Les jours suivants furent un tourbillon d'euphorie fragile. Florent, libéré de son carcan, devint un amant vorace, comblant chaque instant d'une passion qui effaçait les cicatrices. Il dînait dans des bistrots cachés du quartier latin, où les chandelles vacillaient sur des nappes à carreaux, et où Florent, les doigts entrelacés aux siens sous la table, récitait des poèmes d'Aragon adaptés à leur histoire. « Il n'y a pas d'amour heureux », murmurait-il en riant, avant de l'embrasser fougueusement, indifférent au regard curieux. Amaël, pour la première fois, se sentait vu, désiré, complet. Paris, cette amante capricieuse, semblait conspirer en leur faveur, les lumières de la tour Eiffel scintillaient comme des promesses, les rues pavées résonnaient de leurs rires complices. Au bureau, il maintenait une façade professionnelle impeccable, mais les sous-entendus fleurissaient, un regard prolongé lors d'une réunion, un café apporté, par hasard, avec une note pliée, « Ce soir, chez moi ». Florent avait emménagé dans un loft rénové du canal Saint-Martin, un espace minimaliste aux murs blancs et aux étagères débordant de vinyle jazz. C'est là que leur nuit s'étirait, entre discussions philosophiques sur l'amour queer dans la littérature française et étreintes qui défiaient le temps. « Tu sais, Amaël, j'ai toujours su que tu étais différent », confia Florent un soir, allongé nu sur les draps froissés, sa tête sur la poitrine de l'autre. Mais j'avais peur. Peur de ce que ça signifiait pour moi. Amaël, caressant ses boucles, osa poser la question qui le taraudait, « Et Julien ? Est-ce que tu regrettes ?» Florent se raidit imperceptiblement, puis secoua la tête. Non. Il était une sécurité. Toi, tu es le feu. Les mots apaisèrent Amaël, mais une ombre persistait. Lors d'une soirée au magazine, où des artistes branchés sirotaient des cocktails, Amaël surprit Florent en conversation animée avec un jeune graphiste, un certain Théo, aux yeux pétillants et au rire contagieux. Rien de concret, juste une proximité qui réveilla les démons de la jalousie. Plus tard, dans la chambre, Amaël ne put s'empêcher de demander « Qui était ce type ?» Florent rit, désarmant. Un ami. Jaloux, mon amour ? Et il l'embrassa, chassant les doutes. Pourtant, les fissures s'élargirent subtilement. Florent devint plus distant au travail, invoquant des deadlines imaginaires pour rentrer tard. Amaël, sentant l'inquiétude monter, fouilla un soir son téléphone, un geste qu'il regretta aussitôt. Des messages ambigus avec Théo, « Rendez-vous demain ?» Besoin de parler. Rien d'explicite, mais assez pour semer le poison. Confronté, Florent explosa, « Tu ne me fais pas confiance ? Après tout ça ?» La dispute éclata comme un orage d'été, mots acérés volant dans l'air confiné du loft. « C'est toi qui as trahi en premier », hurla Amaël, les larmes coulant. Florent, blême, claqua la porte, laissant Amaël seul avec le silence assourdissant. Les jours d'après furent un purgatoire. Florent revint, penaud, avec des fleurs volées dans un square et des excuses murmurées. « Je suis perdu, Amaël. »« Théo. C'est rien. Juste un flirt idiot pour me sentir vivant. » Amaël, le cœur en miettes, pardonna, car l'amour, ce fou, pardonne tout. Ils reprirent, plus prudents, explorant une intimité plus profonde, des week-ends à Deauville, où ils marchaient pieds nus sur la plage, main dans la main, le vent salé fouettant leurs visages. Là, sous un ciel étoilé, Florent avoua ses peurs, « J'ai grandi dans une famille conservatrice, en Bretagne. Être gay, c'était un secret sale. Julien était facile, conventionnel. Toi. Tu me forces à être moi. » Amaël, ému, l'embrassa doucement. « Alors soyons-nous, ensemble. » Mais le destin, ce farceur cruel, avait d'autres plans. Au printemps, une opportunité professionnelle surgit, une mutation pour Florent à New York, pour un partenariat avec un magazine américain. « C'est une chance unique, dit-il, les yeux brillants. » Amaël, le ventre noué, feignit l'enthousiasme. « Et nous ?» Florent hésita. « Viens avec moi. On recommencera là-bas. » L'idée d'un nouveau départ, dans la ville des lumières artificielles, enflamma l'imagination d'Amaël. Il démissionna, vendit son appartement exigu du 5e, et ils partirent, valise à la main, pour un avenir incertain. New York les avala comme une vague. Le loft de Florent dans Brooklyn, avec vue sur l'East River, devint leur sanctuaire. Les rues grouillantes, les bas-gels chauds, les nuits folles dans le village, tout était neuf, excitant. Leur amour fleurit dans cette énergie brute, loin des convenances parisiennes. Florent, libéré, paradait main dans la main avec Amaël dans Washington Square Park, ignorant les regards.
Regarde-nous, on est invincible, riait-il. Amael, pour la première fois, se sentit libre, écrivant des articles freelance sur la scène queer new-yorkaise, tandis que Florent gravissait les échelons. Pourtant, l'Amérique, avec son rythme effréné, révéla les failles. Florent, immergé dans les soirées networking, rentrait tard, imprégné d'odeurs de bars à cocktails et de parfums étrangers. Amael, isolé dans ce nouveau monde, se replia sur lui-même, hanté par des doutes. Une nuit, après une dispute sur un retard, il trouva dans la poche de Florent un billet de concert pour deux, au nom de Théo Ooi, le même Théo, expatrié à Manhattan pour un stage. C'est professionnel, plaida Florent, mais ses yeux fuyaient. Amael, brisé, s'enfuit dans les rues pluvieuses de Brooklyn, pleurant sous les néons clignotants. Le lendemain, Florent le supplia, c'est une erreur. Théo est du passé. Ils se réconcilièrent dans un parc désert, enlacés sous un chêne centenaire, jurant fidélité. Mais la graine de la trahison était plantée. L'été arriva, torride et oppressant, et avec lui, les invitations à des fêtes huppées. Lors d'une soirée à Soho, Amael vit Florent disparaître avec Théo dans une pièce adjacente, la porte se refermant doucement. Le cœur battant, il attendit, puis entra. La scène le frappa comme un coup de poing, Florent, torse nu, embrassant Théo contre le mur, leur corps pressés dans une danse interdite. Amael s'effondra, fuyant la fête dans un taxi, les larmes noyant Manhattan. Chez eux, il fit ses bagages, laissant une note, « Tu m'as volé mon cœur, mais je te rends ta liberté ». Florent rentra à l'aube, trouva l'appartement vide, et s'effondra en sanglots. Il appela, textèrent, supplia, mais Amael avait déjà pris un vol pour Paris, le poids de la trahison comme un boulet. De retour en France, Amael erra comme un fantôme. Les rues familières du Marais, autrefois joyeuses, semblaient accusatrices. Il reprit le travail freelance, mais les mots coulaient avec peine, imprégnés de douleur. Florent, de son côté, sombra, appel désespéré, message nocturne, reviens, je t'en prie. C'était une faiblesse. Amael lut, mais ne répondit pas, soignant ses plaies en silence. L'automne revint à Paris, drapant la ville d'un voile ocre et mélancolique, miroir fidèle de l'âme tourmentée d'Amael. Il s'était installé dans un petit studio près de la place des Vosges, un refuge austère aux murs lézardés et aux fenêtres donnant sur un square où des amants anonymes se baisaient les yeux. Chaque matin, il se levait avec le poids d'un vide insurmontable, avalant un café noir pour chasser les ombres de New York. Les souvenirs affluaient comme des vagues traîtresses, le goût salé de la peau de Florent, ses murmures dans l'oreille au creux de la nuit, la façon dont ses doigts traçaient des cartes invisibles sur son dos. Mais plus que tout, c'était la trahison qui le hantait, ce baiser volé avec Théo, ce regard fuyant qui avait tout brisé. Au magazine, les collègues, sentant sa distance, glissaient des regards compatissants, murmurant des rumeurs sur « le couple parisien new-yorkais qui a capoté ». Amael hochait la tête, feignant l'indifférence, mais intérieurement, il bouillonnait. Il se plongea dans le travail, écrivant un dossier sur les amours queer dans l'art contemporain, interviewant des artistes qui parlaient de résilience, de cicatrices transformées en chefs-d'œuvre. « L'amour nous détruit pour nous reconstruire », lui dit un peintre tatoué lors d'une expo à Beaubourg. Les mots résonnèrent, mais la guérison semblait lointaine. Florent, de l'autre côté de l'Atlantique, sombra dans un chaos similaire. New York, autrefois un rêve, devint une prison dorée. Il rompit avec Théo dans une dispute explosive, le traitant de « distraction pathétique », mais le mal était fait. Les nuits se muèrent en insomnie hantées par le fantôme d'Amael, son rire doux, sa vulnérabilité offerte comme un trésor. Florent, impulsif, prit un congé sabbatique et embarqua pour Paris sans prévenir, le cœur battant d'un mélange d'espoir et de terreur. Il atterrit à Orly sous un ciel plombé, loua une voiture et roula droit vers le Marais, les mains tremblantes sur le volant. Il trouva Amael par hasard, assis à une terrasse du Procope, plongé dans un carnet, plume en main. Le temps sembla s'arrêter, Florent s'approcha, la voix brisée. « Amael. » L'autre leva les yeux, pâle, et se figea. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Florent s'assit sans y être invité, les mots se bousculant. « Je ne peux pas vivre sans toi. J'ai tout gâché, je sais. Laisse-moi réparer. » Amael, les lèvres pincées, secoua la tête. « Réparer ? Tu m'as trahi, Florent. 2 fois. Comment puis-je te croire ?» La conversation s'étira, âpre, entre accusations et supplications, sous le regard indifférent des passants. À contre-cœur, Amael accepta un dîner,
un test fragile. Ils choisirent un restaurant discret près de l'île Saint-Louis, où les bougies dansaient sur les murs de pierre. Florent parla pendant des heures, de son enfance étouffante en Bretagne, où son père, un pêcheur bourru, tolérait à peine son efféminement, de ses peurs d'engagement, nourries par des amours passés qui s'étaient soldés par des portes claquées. Toi, tu m'as fait sentir vivant, Amael. Et j'ai saboté ça par lâcheté. Amael écouta, le cœur se fissurant malgré lui. À la fin du repas, Florent prit sa main sur la nappe damassée. Donne-moi une chance. Pas pour l'amour, mais pour l'ami que j'ai été. Les semaines suivantes furent une danse hésitante. Florent prolongea son séjour, logeant dans un hôtel près de l'Opéra, et ils se revirent sporadiquement, une expo au Louvre, où il commentait les nus masculins de Michel-Ange avec une complicité retrouvée, une promenade le long du canal de l'Ourcq, où les cygnes glissaient comme des souvenirs apaisés. Amael, prudent, maintenait une distance émotionnelle, mais les barrières tombaient peu à peu. Une nuit, après un concert de jazz au Sunset, l'alcool et la musique les emportèrent dans un baiser impulsif, sous les arches sombres d'un pont. « Je t'aime encore », murmura Florent contre ses lèvres. Amael, les yeux clos, ne répondit pas, mais son corps trahit son pardon naissant. Pourtant, le doute persistait comme une écharde. Amael apprit par un collègue que Florent avait été vu avec Théo à une after-party à Brooklyn, juste avant son départ. Confronté, Florent jura, c'était fini avant que je parte. Crois-moi. Mais les mensonges s'accumulaient, subtils, un texto effacé à la hâte, un appel nocturne chuchoté. Amael, déchiré, décida de creuser. Il contacta un ami commun à New York, qui confirma, Théo et Florent s'étaient revus plusieurs fois, même après la rupture officielle. La révélation frappa comme un coup de tonnerre. Lors d'une confrontation explosive dans le studio d'Amael, les mots fusèrent, « Tu es un menteur pathologique », hurla Amael, jetant un verre contre le mur. Florent, les larmes aux yeux, avoua, « Oui, j'ai craqué une fois. Mais c'était par peur de te perdre. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Amael, brisé, le mit à la porte. « Sors de ma vie. » Définitivement. Florent partit, silhouette voûtée sous la pluie, emportant un morceau d'âme d'Amael. Les jours devinrent un brouillard, thérapie chez un psychologue queer du XXe, où Amael disséquait sa dépendance affective, nuit solitaire à relire Proust, cherchant dans les pages jaunies un baume pour son cœur lacéré. Paris, complice, l'enveloppa de sa mélancolie, les feuilles mortes du Luxembourg, les cloches de Notre-Dame sonnant l'heure des regrets. Florent, lui, rentra à New York, mais la ville le rejeta. Il démissionna, incapable de se concentrer, et erra dans des bars anonymes du Lower East Side, noyant sa culpabilité dans le bourbon. Un soir, ivre, il appela Théo pour une réconciliation éphémère, mais se réveilla seul, rongé par le dégoût. Il comprit alors la profondeur de sa perte, Amael n'était pas un amant de passage, mais l'encre de son être. Désespéré, il écrivit une lettre manuscrite, des pages froissées d'aveux crus, « J'ai fui l'amour parce qu'il me terrifiait. Tu m'as appris à l'affronter, et je t'ai perdu pour ça. Pardonne-moi, non pour nous, mais pour toi. » Il l'envoya, sans attendre de réponse. Amael l'a reçu un matin gris, assis à son bureau improvisé. Les mots le traversèrent comme une lame, mais au lieu de douleur, ils apportèrent une clarté. Il répondit, « Bref, je pardonne. Mais je ne reviens pas, prends soin de toi. » C'était la fin d'un chapitre, le début d'un autre. Il commença à sortir, timide, un café avec un photographe rencontré à une expo, un rire partagé lors d'une lecture poétique. Pas d'amour fulgurant, mais une guérison douce, pas à pas. Pourtant, le destin, ce tisseur capricieux, tissa un nouveau fil. Lors d'une conférence sur la littérature LGBTQ+, à la Sorbonne, Amael croisa Florent, revenu à Paris pour un symposium. Leurs regards se heurtèrent, chargés d'un passé tumultueux. Florent, plus mûr, les tempes légèrement grisonnantes, s'approcha après la session. « Je suis clean, Amael. Thérapie, sobriété. J'apprends à m'aimer. » Amael, surpris, hocha la tête. « Bien. Tu le mérites. » Pas de flamme ravivée, juste un respect naissant, une paix fragile. L'hiver s'abattit sur Paris avec une férocité inhabituelle, transformant les boulevards en labyrinthes gelés où les passants se hâtaient, emmitouflés contre le froid mordant. Amael, enveloppé dans un manteau épais, arpentait les Champs-Élysées illuminés, les vitrines des galeries Lafayette scintillant comme des joyaux tentateurs. Noël approchait, et avec lui,
une solitude exacerbée qui le poussait à des réflexions profondes. Depuis la rupture définitive avec Florent, il avait reconstruit sa vie brique par brique, des articles acclamés sur la résilience queer, une petite communauté d'amis artistes qui l'entouraient lors de dîners conviviaux, et même un flirt innocent avec Lucas, un libraire aux yeux bleus et au sourire timide, rencontré lors d'une signature à Shakespeare & Company. Lucas représentait une bouffée d'air frais, pas de drame, juste une tendresse quotidienne, des promenades main dans la main le long de la rue de Birague, des soirées à dévorer des romans lesbiens gays des années 70. Tu es comme un poème de Verlaine, Amael, doux et tourmenté, murmurait-il en l'embrassant sous les flocons. Amael se laissait aller, apprenant à aimer sans chaîne, à savourer l'instant sans craindre la chute. Pourtant, au fond de lui, Florent persistait comme une cicatrice sensible, un parfum de tabac blond qui flottait dans le métro, une chanson de Brassens à la radio, et le passé ressurgissait, doux amer. Florent, de son côté, naviguait une existence reconfigurée. De retour à New York, il avait lancé un podcast sur les identités queer en exil, une plateforme thérapeutique où il invitait des artistes à partager leurs blessures. La thérapie hebdomadaire avec un coach spécialisé l'avait confronté à ses patterns destructeurs, l'addiction à l'adrénaline des conquêtes, la peur viscérale de l'intimité profonde. Tu sabotes ce que tu désires le plus parce que tu ne te sens pas digne, lui avait dit le thérapeute, et les mots avaient frappé juste. Il avait coupé les ponts avec Théo, effacé les numéros toxiques, et s'était plongé dans une routine saine, yoga au lever du soleil sur le Brooklyn Bridge, écriture matinale dans un café de Williamsburg. Mais chaque soir, seul dans son loft, il relisait la lettre d'Amael, ce pardon distant qui le hantait plus que la colère. Leur rencontre fortuite à la Sorbonne avait ouvert une brèche inattendue. Après la conférence, ils avaient échangé des mails sporadiques, des recommandations de livres, des réflexions sur un article partagé. Rien de romantique, juste une amitié naissante, tissée de regrets et de croissance. Florent, lors d'un passage éclair à Paris pour Noël, proposa un café neutre, au café Angelina sous les arcades du Louvre. Amael accepta, curieux de voir l'homme qu'il avait aimé transformé. Ils s'assirent face à face, stimant des chocolats chauds, l'air chargé d'une tension palpable mais civilisée. « Tu as l'air bien, dit Florent, sincère, notant la lueur nouvelle dans les yeux d'Amael. « Et toi ? New York te traite toujours comme un amant volage, répliqua Amael avec un sourire en coin. Ils rirent, brisant la glace, et parlèrent pendant des heures, de la politique queer sous Macron, des expos à voir, de leurs thérapies respectives. Florent avoua ses rechutes mineures, ses nuits de doute, Amael confia sa peur de s'ouvrir à Lucas, de revivre la trahison. L'amour n'est pas une prison, Amael. C'est un choix quotidien, conclut Florent, et pour la première fois, ces mots sonnèrent vrais, sans ombre. Leur échange se poursuivit par écran interposé, un fil ténu reliant Paris à New York. Amael présenta Lucas à Florent via un appel vidéo, et le courant passa, Lucas, avec son humour pince sans rire, taquina Florent sur ses airs de poète maudit. Florent, à son tour, invita Amael à un live de son podcast, où il lut un texte personnel sur la perte et la rédemption, dédié implicitement à leur histoire. Écoutant depuis son studio, Amael sentit les larmes monter, non de douleur, mais de catharsis. « Tu as grandi », textèrent-ils après. « Nous avons tous les deux. » Le printemps fleurit, apportant avec lui un tournant inattendu. Lucas, lors d'un dîner romantique au train bleu, avoua ses propres doutes, « J'aime notre rythme, mais je sens que ton cœur porte encore des échos. » Amael, honnête, parla de Florent non comme un regret, mais comme une leçon. Lucas, mature, proposa une pause, prends le temps de clarifier. « Je ne veux pas être un rebound. » Bouleversé, Amael accepta, et dans la confusion, contacta Florent. Besoin de parler. En personne. Florent arriva 2 semaines plus tard, billet en poche, pour un long week-end. Ils se retrouvèrent à l'aéroport Charles de Gaulle, une étreinte maladroite, puis un taxi vers une auberge en Normandie, la même qu'autrefois. Le trajet fut silencieux, chargé d'anticipation. Là, face à la mer déchaînée, ils marchèrent des heures, les vagues claquant comme des vérités tues. « Je ne suis pas venu pour te reconquérir, dit Florent, le vent en mêlant ses boucles. Juste pour clore le chapitre proprement. » Amael, les yeux fixés sur l'horizon, murmura, « Et si le chapitre n'était pas fini ?» La nuit tomba, et avec elle, une vulnérabilité crue. Dans la chambre aux poutres apparentes, ils parlèrent jusqu'à l'aube, des peurs enfouies, des rêves inavoués. Pas de sexe impulsif, juste des mains entrelacées, un baiser chaste qui scellait une compréhension mutuelle. « Tu m'as appris à aimer sans posséder »,
confia Amael. Florent, ému, répondit, et toi, à pardonner sans oublier. Au matin, ils rentrèrent à Paris, amis plus que jamais, le lien transformé en quelque chose de pur, sans chaîne. Mais la vie, ce roman imprévisible, réservait un dernier coup de théâtre. Lucas, apprenant le week-end, mal interpréta un texto rageur, tu n'es pas prêt. Adieu. Amael, dévasté, se tourna vers Florent, qui, en visite prolongée, devint son ancre. Ensemble, ils explorèrent cette nouvelle dynamique, pas d'amants exclusifs, mais des nuits partagées, des rires dans les parcs, une tendresse qui guérissait sans pression. Florent décida de rester à Paris, acceptant un poste freelance, et ils louèrent un appartement commun dans le 10e, un espace lumineux au balcon fleuri. Pourtant, le vrai test vint avec le retour de Théo. Expatrié de nouveau en France pour un projet, il contacta Florent, invoquant une « clausure ». Lors d'une rencontre café, Théo avoua ses regrets, tenta une approche séductrice. Florent, ferme, déclina « j'ai trouvé ma paix ». Avec Amael, comme ami, mais vrai. Il raconta tout à Amael ce soir-là, nuançant sans phare. Au lieu de jalousie, Amael ressentit de la fierté, tu as changé. Leur étreinte fut douce, un mélange d'amitié et de désir résiduel, un équilibre précaire mais honnête. L'été s'installa, chaud et langoureux, et avec lui, une stabilité nouvelle. Amael relança son blog personnel, chronique sur l'amour queer post-traumatique, qui toucha des milliers. Florent contribua, anonyme, avec des poèmes crus. Ensemble, ils participèrent à la marche des fiertés, main dans la main sur les boulevards, arc-en-ciel flottant au vent. Pour la première fois, Amael se sentit entier, non malgré les cicatrices, mais grâce à elle. Août enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les rues en fournaises où les fontaines chantaient des hymnes à la soif. Amael et Florent, dans leur appartement du 10e, avaient trouvé un rythme harmonieux, matin paresseux avec des croissants frais et du café filtre, après-midi dédié à l'écriture côte à côte, soirée à flâner dans les jardins du Palais Royal, où les statues de Colette semblaient les bénir de leurs regards complices. Leur relation, ni strictement romantique ni purement platonique, défiait les étiquettes, des nuits où le désir les unissait dans une danse lente et familière, des jours où l'amitié primait, tissée de confidences et de silences entendus. Nous sommes un nous sans contrat, plaisantait Florent, et Amael acquiesçait, reconnaissant dans cette fluidité une maturité conquise à la dure. Pourtant, sous cette sérénité, des courants souterrains agitaient les eaux. Amael, hanté par l'ombre de Lucas, tenta une réconciliation, un appel timide, suivi d'un dîner gêné au comptoir. Lucas, distant, avoua une nouvelle flamme, tu m'as aidé à grandir, Amael, mais je bouge. Le rejet piqua, mais au lieu de repli, il le propulsa vers une introspection plus profonde. Lors d'une séance thérapie, il explora son pattern, attirer des amours toxiques pour se punir d'une estime de soi fragile, forgée dans une adolescence solitaire à Lyon, où être gay signifiait se cacher derrière des livres et des rêves. Et maintenant, demanda le thérapeute. Amael sourit, j'apprends à m'aimer d'abord. Florent, parallèle, affrontait ses propres démons. Un appel de son père, le pêcheur breton, raviva les vieux fantômes, une voix bourrue invitant à Noël, avec une hésitation maladroite, amène-t-on. Ami, si tu veux. Florent, ému, confia à Amael, il essaie. Tard, mais il essaie. Ils y allèrent ensemble, un voyage en train sous la pluie battante, vers une maison de granit battue par les vents. Le dîner fut tendu, regard fuyant, question sur le métier, mais au moment du dessert, le père posa une main calleuse sur celle de Florent. Fils, je suis fier. Même si j'ai merdé. Les larmes coulèrent, libératrices, et pour la première fois, Florent se sentit accepté, non malgré son orientation, mais avec elle. Ce voyage marqua un tournant. De retour à Paris, ils décidèrent d'officialiser leur duo, non par un contrat rigide, mais par un rituel personnel. Sur le pont des Arts, un soir d'automne doux, ils attachèrent un cadenas gravé, « Amour volé, rendu libre », et jetèrent la clé dans la Seine, symbolisant la fin des chaînes. « À nous, quel que soit le nom », murmura Amael, et Florent l'embrassa, un baiser profond, chargé de promesses non dites. Mais le climax surgit comme un orage imprévu. Théo, obsédé par son rejet, lança une campagne de harcèlement subtil, mails anonymes à Florent, insinuant des secrets partagés, posts sur les réseaux du podcast, déformant leur histoire en un scandale bidon. La rumeur enfla, touchant le magazine d'Amael, collègue murmurant, un éditeur hésitant sur un contrat. Florent, furieux,
confronta Théo lors d'une rencontre tendue dans un café du Marais. Arrête ça, ou je porte plainte. Théo, les yeux fous, craqua, tu m'as jeté comme un Kleenex. Après tout ce qu'on a partagé. La dispute attira les regards, et Florent, pour la première fois, ne fuit pas, il appela Amaël sur haut-parleur, expliquant tout, transparent. Amaël arriva en trombe, le cœur serré, et face à Théo, lâcha, tu n'es pas le méchant de l'histoire. Juste un chapitre clos. Laisse-nous en paix. Théo, brisé, s'effondra en excuses, et la tension se dissipa en une conversation cathartique, trois âmes blessées partageant leurs failles, sans jugement. Théo partit, guéri à sa manière, et Florent, rentrant avec Amaël, murmura « Merci de m'avoir cru ». Sans question. Cette épreuve scella leur lien. L'hiver suivant, ils célébrèrent Noël ensemble, un sapin modeste décoré de guirlandes arc-en-ciel, des amis autour d'une table garnie de foie gras et de vin de Bourgogne. Amaël, plus confiant, lança un livre, une collection d'essais sur l'amour queer, préfacé par Florent. Le lancement au Centre Pompidou fut un triomphe, des applaudissements nourris, des embrassades sincères. Dans la foule, un jeune journaliste approcha Amaël, yeux admiratifs, votre histoire inspire. Amaël sourit, jetant un regard à Florent, c'est la nôtre. Le printemps ramena Lucas, par hasard, lors d'une expo. Une conversation amicale, sans regret, scellant une amitié naissante. Florent, jaloux fugacement, en rit plus tard, mon tour d'être l'insécure. Ils s'embrassèrent, riant de leur vulnérabilité. L'été les trouva en voyage, une semaine en Provence, sous les champs de lavande, où ils firent l'amour sous les étoiles, corps entrelacés dans une harmonie retrouvée. Je t'aime, Florent. Pas malgré les tempêtes, mais avec. Et moi, je t'aime, Amaël. Pour toujours. Le dénouement vint doucement, humaniste, sans fanfare. Un an après la trahison originelle, ils adoptèrent un chat errant, un rouquin nommé Rimbaud, qui ronronnait entre eux sur le canapé. Paris, témoin fidèle, les berçait de sa lumière changeante. Leur amour, forgé dans le feu de la douleur, émergea plus fort, une célébration de la fluidité, du pardon, de la croissance. Pas un conte de fées, mais une vie réelle, où les mains entrelacées n'étaient plus un secret, mais une évidence. Et ainsi, sous le ciel étoilé de la ville lumière, Amaël et Florent marchèrent, main dans la main, vers un horizon ouvert, où l'amour, enfin, n'était plus volé, mais librement donné.